Pour ramener ça au scénario, en fait, c'est quelle est sa théorie, donc quel est son message porté. Alors, quels sont les protagonistes? Donc, il y aura forcément lui, mais son parcours de vie a été influencé par des rencontres ou des mauvaises rencontres. Ensuite, il y a les thématiques qu'on peut ramener aux valeurs portées, donc les valeurs de l'entrepreneur, les valeurs dans son offre de service. Et puis là-dedans, il y a tout un petit tas d'éléments déclencheurs. Donc là, ce qu'on appelle les nœuds dramatiques, c'est-à-dire j'y arrive plus, je change d'optique, je change d'angle de vue, j'abandonne, non, finalement, j'abandonne plus. Et oui, chers explorateurs, aujourd'hui, avec mon invité du jour, Estelle Fontaine, qui est une auteure à 2 facettes, aussi bien écriture digitale que prête-plume, nous allons explorer ce qu'on appelle le storytelling ou l'art de la mise en lumière. Car oui, avoir une belle idée, un beau projet, une belle entreprise, une belle présentation, c'est une chose. Et savoir la mettre en lumière avec cette touche de storytelling ou d'approche de scénariste que peut avoir Estelle, c'en est encore une autre. Allez, c'est parti! Esprit curieux et aventurier du marketing à la recherche d'inspiration, vous êtes attendu porte C pour embarquer. Je suis Séverine Criqui et je vous emmène découvrir l'intelligence créative et l'agilité d'esprit. Un parfait duo pour faire la différence dans votre communication produit et marketing. Fondatrice de 2 sacs et 3 valises, agence conseil en communication, j'accompagne depuis plus de 15 ans des industries particulièrement attentives à la création de valeur pour leurs clients. Si comme elle, vous voulez donner à votre produit l'opportunité de se démarquer, installez-vous confortablement et bienvenue à bord. Bonjour et bienvenue chers explorateurs dans cet épisode, dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai le grand plaisir d'accueillir Estelle Fontaine. Bonjour Estelle. Bonjour Séverine, je suis vraiment contente d'être là. Bah oui, écoute, moi aussi. Je suis super contente de t'accueillir sur le podcast, de te faire découvrir par les explorateurs et surtout ce que tu as partagé. Alors ça va un peu dans cet épisode, il vient un peu à la suite des précédents parce que effectivement avoir une belle idée, une fois qu'on a une belle idée ou un beau projet, une belle entreprise, c'est intéressant de le communiquer. On a vu dans les épisodes précédents, on peut communiquer autour de, on va dire, de ce projet-là, de cette entreprise, avec la voix, avec les mots aussi, et aussi avec une façon de mettre ces mots ensemble. Et c'est ce qu'on va voir justement dans notre échange. On va parler de storytelling, de musicalité et plein d'autres choses, je suppose. et donc, alors, avant d'aller plus loin, on va s'arrêter et on va faire notre petit rituel de présentation et on rentrera dans le vif du sujet par la suite. D'accord. Alors, comme tu le sais, je t'ai demandé un mot qui te caractérise et qui nous permettra de te découvrir un peu plus. Alors, au début, je t'ai proposé le mot nomade. Oui, parce que tu es nomade digital, hein, tu aimes parcourir le monde et travailler en même temps. Et tu m'as dit, là, juste avant qu'on s'enregistre, ah non, je vais prendre le mot magie. Oui, magie, ça m'a, je sais pas, il y a quelque chose qui a été justement magique. Et c'est vrai que nomade digital, pour le coup, ça me correspond bien. Mais vous allez voir pourquoi le mot magie me parle encore plus. Très bien. Alors, on part sur le mot magie. Alors, je te laisse te présenter. Estelle, un M comme... Comme le monde, parce que justement, je suis une voyageuse dans l'âme. Et que ce soit par le voyage, on va dire, plus onirique ou touristique, eh ben, j'adore en fait ces étapes de vie où je pars comme ça pour un changement de culture et puis j'arrive dans un environnement où j'ai plus du tout mes repères et là c'est la découverte et c'est la magie. Ok, le A comme
Le A comme audace, parce que donc, pour être en lien justement avec tout ton univers de la créativité, je pense que c'est important que si vous produisez un contenu, que ce soit audio, rédactionnel ou autre, d'aller chercher un petit peu d'audace. Alors c'est sûr qu'il y a toujours un petit peu d'appréhension, mais c'est vraiment un ingrédient de créativité qui vous fait sortir de ce que tu appelles les autoroutes de pensée. Et le résultat, il est toujours probant. Alors c'est sûr qu'il peut être instructif si jamais il y a une petite peau de banane qui s'est glissée dans le test, ou justement instructif parce que vous avez découvert quelque chose et puis vous vous êtes découvert un talent, une nouvelle expertise, une nouvelle façon de faire, et là vous repartez pour un autre voyage justement. Intéressant, et ça me parle bien évidemment. Le G comme Google. Puisque c'est vrai que ça peut paraître étonnant, mais moi, Google, avant, j'avais une utilisation tout à fait restreinte, vraiment très limitée. Et au niveau de la rédaction, avant, je travaillais en entreprise, donc plutôt dans la production de contenu. J'étais tranquille au marketing ou à la communication, donc j'écrivais comme je voulais, ça plaisait, donc je me posais pas plus de questions que ça. Et en fait, comme je me suis reconvertie en tant que rédactrice web, j'ai appris tout ce qui est technique de référencement. Et là, j'ai dû rentrer dans l'univers de Monsieur Google. J'ai quand même eu l'impression que le monsieur était un petit peu despote. Il avait bien ses règles, il fallait absolument suivre. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et en faisant preuve d'ouverture d'esprit, j'ai pris les règles, on va dire, strictes de Google. Et j'en ai fait en fait un jeu espiègle, une relation très espiègle entre lui, puisque vous pouvez aller écouter l'épisode du mois dernier avec Sachine où elle parle du SEO d'une manière très claire. Donc en fait, je suis les règles, mais je sais aussi faire preuve de créativité pour produire des contenus de qualité qui ne se limitent pas justement à ces règles de base de Monsieur Google. Donc c'est mon nouvel ami. Ok, super. Alors, le I. Alors, je vais vous parler de Monsieur Google qui fonctionne avec ce qu'on appelle une intelligence artificielle. Et là, le I, moi, c'est pour intelligence émotionnelle. Voilà, je fais le contrepoids avec les intelligences artificielles, justement, en allant activer tous les mécanismes de l'intelligence émotionnelle pour produire des contenus de qualité, mais qui créent vraiment ce lien émotionnel avec le public, donc l'auditeur, le lecteur, le spectateur. Voilà. Un petit E pour terminer. Alors le E, je reviens au M. Le E, c'est pour évasion. Et là, toute forme d'évasion, que ce soit tout simplement par la lecture d'un livre, par tout ce qui peut être artistique, toutes sortes d'évasions pour élargir son champ de vision, c'est un enrichissement. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup pour cette présentation, mais je ne t'ai pas demandé, est-ce qu'il y a un S à ta magie? Non, c'est très pertinent. Qu'est-ce que ça pourrait être, le S? Ça pourrait être le son, puisque je ne sais pas si vous allez l'entendre, chers explorateurs, nous avons de temps en temps un bruit de travaux qui viennent perturber la musicalité de notre podcast. Non, le S, ça sera pour scénario. Oui, dis-nous tout. S pour scénario, puisque en fait, moi, j'ai eu une première vie en fait dans le salariat, et puis avant de passer freelance, entre deux, je me suis formée aux techniques scénaristiques, et ça m'aide énormément justement dans mon storytelling. Et je dis, c'est parce que j'ai cette formation de scénariste que aujourd'hui je suis storyteller, et j'ai cette capacité à embarquer une audience dans ma manière de rédiger, ma manière de créer mes contenus. Exactement. Alors je trouve que c'est super intéressant que tu termines par le scénario et la dimension de storytelling, puisque c'est vraiment quelque chose que je retrouve chez toi dans la manière d'écrire. Alors pour la petite histoire, Estelle, ça fait à peu près, je pense, 2 ans qu'on doit se connaître via le podcast, et on s'est rencontrés pour de vrai, parce que évidemment aujourd'hui on peut rencontrer des gens par visio très couramment dans le monde entier, et c'est vrai qu'on s'est rencontrés pour de vrai en novembre dernier au Mexique lors d'un mastermind sur le podcast, et on a échangé ensemble sur les fameuses pages qui suis-je. Vous avez, si vous avez une entreprise ou une activité, il y a des pages sur un site web qui disent
ce qu'est votre entreprise ou si vous êtes, on va dire, le porte-parole de votre projet, une page qui suis-je. Et c'était un échange très intéressant qu'on a eu ensemble, puisque moi, ma page qui suis-je, elle était, on va dire, assez efficace. Expliquer de manière très succincte, en fait, qui j'étais, mon parcours. Je pense que cela devait tenir en une quinzaine de lignes à tout casser, ce que j'aimais, ce que je pouvais proposer, mais c'était assez succinct. Et Estelle me dit, mais oui, mais en fait, ces fameuses pages qui suis-je, ce sont celles qui sont les plus lues. Enfin, c'est celles qu'on a tendance à oublier et qui pourtant, elles apportent tellement pour découvrir l'autre, faire comprendre qui est l'autre et où est-ce qu'il en est arrivé là. Et c'est vrai que ça a fait son petit bout de chemin et Estelle a eu le plaisir et le courage, je ne sais pas, d'écrire ma page qui suis-je version 2022. Et elle a raconté une histoire, elle a raconté mon histoire. Et est-ce que tu peux en dire un petit mot, pas forcément de mon histoire, hein, mais de cette notion de prête-plume et de mélange de prête-plume et d'histoire, puisque tu racontes une histoire en même temps. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je parlais du cas de l'entrepreneur, mais ça fonctionne aussi pour une entreprise. Et en fait, on pense énormément à produire du contenu. Alors, moi, ce que j'appelle du snacking, alors ça va être effectivement du podcast, des choses qui se consomment rapidement et qui sont éphémères. Et la page qui suit, c'est tout l'inverse, c'est ce qu'on appelle une page fixe, donc une page pérenne qui va durer dans le temps. Et je dirais, il y a deux types d'internautes. Il y a ceux qui vont aller directement sur la page qui suis-je parce qu'ils s'attendent à avoir le parcours de vie. Et puis, il y a tous ceux qui auront consommé ce petit contenu gratuit en mode snacking. Puis à un moment donné, voilà, pour convertir, c'est-à-dire, mais en fait, c'est qui vraiment? Et c'est vraiment le rôle de la page qui suis-je. Et là, c'est comme un biopic. Enfin, je vais énormément faire de parallèles justement avec le cinéma parce que voilà, c'est mon univers. C'est vraiment le biopic de l'entrepreneur. Et là, il va falloir aller chercher l'histoire. Et moi, cette collaboration, elle m'intéresse énormément dans l'écriture digitale parce qu'elle est vraiment pour moi à part. C'est pas uniquement du rédactionnel, c'est-à-dire qu'il faut entrer en contact avec la personne. Donc c'est vrai qu'on se connaissait déjà, mais voilà, il y a quand même une confiance qui s'est installée. Le fait qu'on se soit vu, en fait, c'est vrai que ça a un petit peu activé le cheminement. Et puis, donc, vous entrez dans une relation de confiance avec l'entrepreneur et vous entrez dans son univers. Donc là, c'est à moi d'aller chercher ton univers, d'en comprendre les codes, les mécaniques, et puis d'aller chercher, en fait, l'essence de ta personnalité et de la mettre, eh bien, dans un biopic, c'est-à-dire qu'une histoire de vie. Et l'idée, c'est effectivement d'éviter de se limiter à quelque chose qui soit chronologique, genre les mémoires de Céline Tricky depuis son premier souffle jusqu'à aujourd'hui, où là, ça sera un petit peu ennuyeux. Donc, il faut aller chercher aussi bien la couleur de l'entrepreneur que ses aspérités. Et c'est ça qui crée en fait les dynamiques, comme vous pouvez retrouver une dynamique dans un scénario. Le héros n'est jamais parfait. Yes. Et alors justement, on rentre dans cette notion de storytelling, d'avoir de la couleur, de l'aspérité, le héros. Tu vas partir de faits, tu vas partir d'un univers et tu vas mettre ça en musique pour que on suive cette histoire-là comme un film en fait. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, il y a plusieurs aspects. Il y a une partie, on va dire, assez psychologique, donc comprendre l'entrepreneur, comprendre ses moteurs, comprendre son univers, comment il interagit avec son audience, quelle offre de service il veut apporter et pourquoi. C'est surtout le pourquoi. Donc, qu'est-ce qui anime, le fameux why, dont vous pouvez entendre parler quelquefois. Et pour ramener ça au scénario, en fait, c'est quelle est sa théorie, donc quel est son message porté.
Alors, quels sont les protagonistes? Donc, il y aura forcément lui, mais son parcours de vie a été influencé par des rencontres ou des mauvaises rencontres. Ensuite, il y a les thématiques qu'on peut ramener aux valeurs portées, donc les valeurs de l'entrepreneur, les valeurs dans son offre de service. Et puis là-dedans, il y a tout un petit tas d'éléments déclencheurs. Donc là, ce qu'on appelle les nœuds dramatiques, c'est-à-dire j'y arrive plus, je change d'optique, je change d'angle de vue, j'abandonne, non finalement j'abandonne plus. Voilà tous les petits retournements de résilience qui sont importants pour créer l'identité. Et en fait, l'internaute, je dirais qu'il achète une personne avant d'acheter une offre de service. C'est d'abord la personne vers qui il va aller. Donc, c'est important de mettre en valeur votre identité. Et ça se fait par la page qui suit ou la page à propos, si vous voulez plutôt vous focaliser sur l'offre de service. Et voilà, donc il y a une arche dramatique à trouver pour dire, c'est pas un parcours de vie d'un point A à un point B, mais il y a eu un cheminement. Et puis, voilà, votre audience va adhérer à votre cheminement, va même s'y retrouver. Il va y avoir un effet miroir. Et là, vous allez pouvoir apporter à votre communauté. Alors, si je comprends bien, donc, que ce soit avec une personne ou ça pourrait fonctionner avec un produit. Nous, je sais qu'en communication, on utilise aussi le storytelling, mais beaucoup plus en amont quand on va créer, par exemple, une image de marque ou un univers. Mais après, finalement, toi, tu vas le faire vivre. Donc, ça peut fonctionner pour tout. À partir du moment où tu as les éléments à disposition, donc je reprends mon process, une entreprise a une idée auquel elle croit, qu'elle veut mettre en avant, elle pourrait très bien se dire, tiens, je vais essayer de travailler cette arche dramatique que tu évoquais. Voilà. Alors, je sais pas, arche dramatique, tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus ? En fait, c'est un peu comme un parcours initiatique. Vous partez d'une idée, puis finalement vous évoluez grâce à l'entrepreneur, grâce à son offre de service, grâce à son produit. Et c'est là-dedans qu'il faut aller chercher pour trouver en fait les points de connexion. Et ces points de connexion se font par l'émotion. Quelle émotion vous créez, quelle ambition vous créez. Et voilà, donc ça, c'est le storytelling qui vous aide à tisser ce lien avec votre audience. Parce que, il y a beaucoup d'experts, je peux pas les nommer, mais en sciences cognitives, qui disent que voilà, l'être humain, le cerveau, il est pas fait pour retenir des chiffres. Tu pourrais me sortir des chiffres en communication, en marketing, mais je vais les oublier dans la seconde qui suit. En revanche, si tu me racontes des histoires, des anecdotes, la légende de tel créateur, là, je vais m'en souvenir parce que, en fait, le cerveau, il est fait pour retenir des histoires. Comme tu évoquais tout à l'heure, les émotions avec l'intelligence émotionnelle, c'est là où on va toucher le cœur. En communication, on dit souvent tête, cœur, corps. On essaye de toucher l'ensemble et c'est comme ça qu'on marque plus les esprits. Donc, c'est là ce que je trouve hyper intéressant, cette dynamique de créer un scénario, de voir l'ensemble des acteurs, des points de connexion, tu disais, qui sont là dans le jeu, dans l'histoire que tu vas raconter. Il y a un point que je voulais évoquer avec toi, et moi je sais que j'ai souvent ce questionnement, cette question qu'on me pose. Ouais, mais le storytelling, c'est un peu, c'est le côté obscur du storytelling. Donc moi j'ai alors vous ne voyez pas Estelle, mais alors attention, visuellement elle est au taquet. C'est un peu comme la PNL, tu vois, on est là pour retourner les cerveaux. En gros, il y a des exactement. Il y a des a priori. Alors c'est dû aussi au passif puisque le storytelling a énormément été utilisé et encore est utilisé en politique. Donc nous allons pas entrer dans le débat. Mais on appelait ça les script doctors. Vous pouvez le retrouver dans des séries. On les retrouver tout le temps. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'ils pêchent un petit peu plus du côté, voilà, on va dire mentaliste. Bon.
Après, c'est chacun à son éthique. Pour le coup, moi, il y a des valeurs que je garde et je garde toujours la sincérité et puis je vais jamais dans le pathos. Moi, voilà, c'est mes deux règles d'écriture. Donc, c'est vrai que le storytelling, on disait bon, bah, c'est l'art de raconter des histoires, mais ouais, c'est comme quoi tu me racontes des salades. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment pour vous emmener dans l'émotion. Et je dirais surtout, ne faites pas l'erreur de raconter n'importe quoi, puisque la sincérité vraiment est de mise. C'est important, puisque vous pouvez pas berner les gens comme ça. À court terme, vous allez peut-être y arriver, mais moyen à long terme, de toute façon, c'est des patates chaudes et des boomerangs qui reviennent. Et là, faut les gérer, quoi. Oui, entièrement d'accord. Et effectivement. Je rebondis par rapport à ce que tu dis sur la PNL, puisque programmation neurolinguistique, c'est vrai que ça peut avoir parfois mauvaise presse. Et pour autant, moi, c'est quelque chose qui m'a changé la vie, qui m'a apporté beaucoup de choses. Et c'est toujours la manière dont on utilise les choses pour soi et pour les autres qui fait la différence. Et le storytelling, c'est pareil. Je vous invite à aller lire le texte que Estelle a écrit sur mon histoire, qui parle de colibri. C'est vrai, il y a rien de faux, il y a une authenticité. Et après, finalement, vous adhérez ou vous adhérez pas, et c'est ok. Il n'y a pas de jugement, et il n'y a pas de. C'est simplement raconter une histoire de vie de la meilleure manière possible. Et c'est vrai que le faire, très honnêtement, le faire pour soi, c'est tout à fait impossible. Enfin, en tous les cas, pour moi, c'était techniquement impossible. Et c'est vrai que d'avoir un prête-plume ou une prête-plume permet de le faire et d'avoir cette notion d'enrobage et de fil conducteur. Parce qu'il y a un fil conducteur et si on est dans notre idée de vous avez une bonne idée, vous devez la communiquer, il est important d'avoir votre fil conducteur. Et c'est quoi l'objectif à la fin ? Donc, merci pour ces éclairages sur le storytelling. Pour toi, alors t'en as parlé un petit peu, l'intérêt d'utiliser le storytelling. Effectivement, tu évoques la notion de marquer les esprits grâce à l'émotion. Est-ce que tu vois autre chose que tu voudrais rajouter dans dans ces intérêts-là ? Le storytelling, c'est vrai qu'on dit l'art de raconter des histoires, donc c'est pas simplement avoir la tchatche et puis raconter, ça va bien au-delà. Justement, il y a tout un travail de structure en amont pour aller chercher toute la dimension psychologique de la personne dont vous voulez écrire l'histoire, et puis de créer justement ce fil conducteur. Et c'est vrai que nous, dans notre cas, l'histoire du colibri, elle s'est pas imposée dès le premier échange. Donc, il y a quand même quelque chose à aller trouver. Donc, il y a vraiment cette partie vraiment structure vraiment scénaristique qui aide à trouver cette logique et de pouvoir embarquer d'un point A à un point B. Après, il y a d'autres choses que je mets en œuvre une fois que justement cette structure elle est posée et puis elle est partagée surtout. Est-ce que tu vas nous dire quelles sont les autres choses ? Alors là, nous partons dans un autre art. Donc là, on était vraiment dans l'art du cinéma, donc et toute la structure scénaristique. Et moi, en fait, là, je vais aller chercher de la musicalité. Alors c'est étonnant en rédaction, mais c'est tout à fait ça. Et je travaille toujours. Ma base, en fait, c'est l'émotion. Moi, c'est créer de l'émotion. C'est vraiment ce que je cherche avant tout. Et j'ai une espèce de trilogie ou un mode ternaire, je sais pas comment on pourrait dire. Donc, pour ceux qui sont musiciens, vous allez me comprendre de suite. Pour les autres, je vais essayer de faire simple. Et en fait, je vais chercher 3 niveaux. Donc, je vais chercher un niveau, on va dire, visuel, un niveau auditif et un niveau sensoriel. Et créer un contenu, en fait, c'est comme si j'écrivais une partition et je dois en fait gérer tous les éléments.
Donc on va dire tout ce que j'ai évoqué pour la partie structure de scénario, on va dire c'est du pur solfège en fait. Voilà, je décide si c'est du 4 temps, du 3 temps, ainsi de suite. Et par exemple, vous avez ce qu'on appelle des interprétations musicales. Alors là, c'est quel rythme je vais choisir. Donc j'ai utilisé des mots qui sont liés à la musique. Vous avez par exemple largo, larghetto, adagio, andante, moderato, allegro, presto, prestissimo. Voilà, tout ça c'est des rythmes différents et vous pouvez les associer tout au long de votre contenu, mais vous pouvez changer. Donc c'est cette façon de voir le rythme. Alors on va faire un petit exercice musical. Je propose à nos auditeurs d'ouvrir les oreilles. Donc pour tous ceux qui ne seraient pas passés par les cours de solfège plus ou moins pénibles. Donc il y a des repères si vous voulez effectivement avoir un rythme lent. Donc là on est plutôt dans le largo. Donc tout simplement si nous prenons le métronome, attention c'est parti. Voilà, vous allez avoir un rythme c'est un rythme à la seconde tout simplement. Donc là vous vous calez sur un rythme on va dire standard. Et puis, vous voulez donner un petit peu plus d'animation. Donc là, vous allez choisir un rythme beaucoup plus punchy. Donc, pour ceux qui sont passés donc par les cours de solfège, vous avez le fameux rythme de 120 à la noire. On sait comment le trouver de suite, puisque c'est tout simplement le rythme de notre bonne vieille Marseillaise. Allons-y, allons-y. Pour la petite minute patriotique. D'accord. Voilà. Et ça, c'est quel rythme? Alors, 120 à la noire, donc là, on est en fin de moderato jusqu'à l'allegro, et on commence à l'allegro. Donc, l'idée, c'est effectivement d'aller chercher différents rythmes tout au long d'un contenu pour éviter que ça soit complètement insipide et sans saveur. Linéaire, comme ça. Imaginez une chanson où vous n'avez que le refrain, où vous n'avez que le couplet, et c'est toujours le même en plus. Donc, voilà. Donc, là, on est plus dans le chant musical. C'est effectivement comme une chanson. Vous avez un premier couplet, quelquefois des petits ponts, vous passez au refrain et ainsi de suite, des reprises, voilà. Donc, il y a tout un tas de façons de mettre du rythme. Donc, je vous ai parlé de ces interprétations. Ensuite, là, on va aller plus dans le rédactionnel, c'est-à-dire qu'on va aller chercher la tonalité. Donc, ça, c'est la tonalité de l'entrepreneur. L'exemple de base, c'est effectivement, est-ce que vous tutoyez votre audience ou est-ce que vous la voyez? Et puis, la façon dont s'exprime l'entrepreneur. Donc là, il faut que je me colle, en fait, à l'univers, à la façon de parler pour que, en fait, quand le lecteur va lire le parcours de vie, il va avoir l'impression que c'est Séverine Criqui qui le lui lit dans les oreilles, quoi. Donc, c'est là où je parle aussi d'auditif, c'est pour vous donner aussi l'impression que ça soit la personne qui vous parle en personne. Et donc toujours dans ces façons de mettre un petit peu de la couleur, vous avez les modes majeurs ou mineurs, donc selon le type d'information, voilà, vous avez plutôt en mode majeur si c'est une information importante. Ensuite vous redescendez en mineur pour donner un petit peu de respiration. Et puis au niveau du mot, alors là c'est là où c'est vraiment le talent d'écriture qui est très agréable à mettre en œuvre, c'est que vous allez chercher en fait toute la richesse sémantique. Et là, c'est vrai que le français, c'est un superbe terrain de jeu, parce que si je vous parle d'altération, par exemple, du dièse ou du bémol, je vais prendre le cas de 3 mots, entre, par exemple, parler fort, crier ou hurler, c'est 3 mots bien différents, et vous n'êtes, même si on est un petit peu dans le même registre, c'est pas tout à fait la même chose. Donc là, il va falloir faire preuve et de richesse et de précision sémantique. Et un mot va déclencher une émotion. Donc, c'est aller vraiment chercher le vocabulaire émotionnel au maximum. Alors, c'est super intéressant. Quand je t'entends, je me dis, tiens, mais est-ce que, par exemple, ça peut être une contrainte créative? C'est-à-dire que tu écris une page qui suis-je ou une page de présentation d'un produit, et à un moment donné, donc tu l'écris une première fois, et à un moment donné tu vas te dire je vais mettre un peu de moderato ou voilà, ou à un moment donné je vais mettre une autre tonalité, ou est-ce que
tu utilises ça parce que moi je le vois super bien. Ça c'est comme des cadres, c'est comme des contraintes créatives. Je me dis bon bah là, pour ramener un peu de richesse, je pourrais me dire ok à quel moment je pourrais ramener plus de vitesse ou. C'est tout à fait ça en fait, et c'est vrai quand j'ai découvert avec toi le concept de contrainte créative, mais ouais, j'ai vu la Sainte Vierge moi en fait, parce que en fait, c'est vraiment au début, je dis contrainte créative, c'est un peu comme ta notion de antifragile. La première fois que tu l'entends, tu dis, ça veut rien dire, c'est contradictoire. Mais non, c'est tout à fait ça, en fait. C'est plus vous vous posez des contraintes, plus vous êtes créatif, en fait. Plutôt que d'ouvrir les vannes tout le temps. Et à un moment donné, on va vous les refermer en disant, bah non, là, je manque de rythme. Mes phrases sont trop longues, mes phrases sont trop courtes, mes verbes sont trop neutres. Voilà, c'est tout un tas de choses qu'il faut vérifier, et vraiment enfin oui, la richesse sémantique, la richesse est tellement riche qu'il faut vraiment aller piocher pour vraiment trouver la précision, le mot juste qui va déclencher l'émotion forte. Ok. Et alors je me pose une question. Est-ce que une fois que tu as on va dire une fois que tu as ta structure d'histoire, est-ce que tu t'essayes à poser des styles de storytelling pour voir quel est le plus juste? Je m'explique. Il y a plusieurs années, j'ai fait une formation justement sur le storytelling, et cette personne avait identifié en fonction des jours, des postures de marque qui étaient très différentes. Et donc, par exemple, il y avait un jour qui était dédié aux marques qui avaient beaucoup de distance, beaucoup de on ne se justifie pas, on est très en hauteur, les marques de luxe en fait. Il y avait un autre jour où on était vraiment dans de la proximité, du partenaire, enfin c'est vraiment très différent. Et je me demande, peut-être que des fois on l'a tout de suite, on sait de suite ce qui est juste pour la personne ou pour l'entreprise. Et je me demande si des fois ça peut être intéressant, justement comme une contrainte créative, de se dire, est-ce que j'essaye de me mettre dans ces chaussures-là, ou non, en fin de compte, ça va pas du tout, ou tiens, là, il y a quelque chose d'intéressant. Ma première contrainte créative, c'est l'entrepreneur en lui-même, la personne. Puisque bon, là, le mode, on va dire, rédactionnel d'un texte, on va dire, au fil de l'eau, ça allait très bien pour toi par rapport à ta personnalité, par rapport à ce que tu avais à raconter. Mais il y a d'autres personnes, voilà, elles sont plus zébulons. Donc là, je vais peut-être aller sur un petit peu plus sur du court-métrage, des suites de court-métrage, parce que où la personne a eu pas 1000 vies, mais voilà, elle a eu tellement de vies différentes que ça serait qu'un enchaînement de choses qui apparemment ne se ressemblent pas, mais s'il y a quand même un fil conducteur de toute façon. Mais c'est peut-être, et ça va se voir aussi dans la présentation du site web. Là, en fait, on a ni plus ni moins fait qu'un très long article de blog sur le parcours de vie de Séverine Kripke. Mais ça peut aussi se faire différemment. Jouer la marque Michel Augustin, en fait, quand vous allez voir, c'est plutôt une ligne de temps avec des photos un peu potaches. Voilà, donc c'est tout un ensemble aussi pour que ça ressemble à l'entrepreneur. Et là, faut le prendre vraiment dans sa globalité. C'est la première contrainte créative. Je peux pas faire un récit long pour quelqu'un qui est hyper original et qui a déjà une identité visuelle et une identité de marque qui est hyper moderne. Donc là, je vais m'adapter sur un format moderne. Donc c'est vraiment la première contrainte, c'est la personne. Ah, c'est intéressant. Est-ce que tu utilises d'autres techniques de créativité? J'avoue, je pense à quelque chose que tu m'avais partagé un jour, dont je ne sais plus le nom. C'est le fameux « et si ». Et tu as un nom, recherche paradigmatique. Voilà, c'est bien pour ça que j'ai recherche paradigmatique. Voilà. En fait, ça, je m'en sers, c'est quand j'ai des blocages pour le coup, ou quand vous sentez que vous êtes un peu dans l'à peu près ou que vous pourriez faire mieux. Alors,
Et ben là, vous posez les crayons, vous vous installez confortablement, et là, justement, tu réouvres un petit peu comme tu expliquais. Il y a des fois, il faut ouvrir le champ du possible. Donc là, vous oubliez un petit peu tout ce que vous avez fait avant, et là, vous repartez. Et si c'est un peu comme vous pouvez le voir dans les feuilletons de policiers. Et si en fait, il était passé par la fenêtre et pas par la porte, et si voilà, où en fait, vous êtes comme dans une forme d'enquête. Et vous étudiez toutes les possibilités. Et si machin, et si truc. Et puis, à un moment donné, bah, vous allez faire, là, l'idée, là, c'est d'avoir un flot d'idées. Et si, donc, sans, ouais, comment dire, sans, filtre ou saboteur oui, ou voilà, réserve ou, c'est ça. Donc, vous y allez vraiment large et, sans, mais je trouve plus le mot. Sans limite. Sans limite. Et puis ensuite, bah, vous allez chercher qu'est-ce qui est le plus cohérent, qu'est-ce qui est le plus pertinent. Mais ça vous permet en fait de pas rester le nez dans le guidon en fait, et de pas vous focaliser sur quelque chose qui bah finalement vous fait passer sur un chemin parallèle qui ne ressemble plus à l'idée, ou vous sentez que vous perdez votre fil conducteur. Voilà. Oui. Donc c'est un peu une stratégie de sauvetage à un moment donné. Et dès que vous sentez que vous partez un petit peu en vrille, une petite recherche paradigmatique, là, ça va me remettre en forme, et c'est reparti mon kiki. Ok, super. Donc j'avais bien connaissance d'une technique. Et effectivement, nous, c'est ce qu'on a, enfin c'est le fameux et si. On commence nos phrases par et si. Et il y a d'un point de vue, on va dire au niveau du cerveau, c'est on ouvre vraiment, comme tu le dis, et on s'autorise à penser à tous les et si. Et rien n'est impossible, parce que dans un premier temps, rien n'est impossible, tout est possible. Et donc, je trouvais ça super intéressant lorsque tu m'en avais parlé, de me dire ah bah tiens, en fait, ça s'utilise aussi dans l'écriture, avec cette dimension que toi tu as de vraiment de scénariste en fait, parce que alors on parle de storytelling, mais c'est cette notion de scénariste, de créer quelque chose à partir d'éléments existants qu'on retrouve très bien dans ton travail et dans ton approche, et je trouvais ça intéressant de le partager. Oui, et je peux même l'utiliser tout au début quand je connais pas encore trop la personne, où là je vais me dire comment je vais l'aborder. Surtout pour les cas où je sais que je vais pas aller dans ce mode un petit peu comme on a fait pour toi, biopic, enfin vraiment biographie. Et là, je me dis, et si je faisais comme ci, si je faisais comme ça, voilà. Donc ça peut être aussi une méthode pour faire son brainstorming. Yes. Donc en fait, on a plein de choses, on a des étapes de scénario, on a de la musicalité, on a des contraintes créatives, que ce soit l'entreprise, la personne, et encore une fois, ce n'est pas négatif, hein, pas du tout. Et donc, en fin de compte, tout ça se met ensemble pour vraiment mettre en lumière la richesse, soit de la personne, soit de l'entreprise. Je demande toujours aux gens qui sont invités s'ils ont un cadeau conseil à partager justement sur cet art-là. Et toi, tu m'as dit, moi j'ai quelque chose qui a vraiment changé ma manière de voir, de faire. D'écrire. Enfin, de penser pour écrire en fait. Et je le retrouve parce que je lis d'autres livres qui étaient plus en fait marketing, rédaction et SEO. Et en fait, je me rends compte qu'il y a énormément de pans entre la narration et puis le marketing. Et il y a une autre chose que j'ai remarqué, c'est qu'on fait souvent référence à ce livre qui a été écrit par Stephen King. Bon, vous le connaissez parce que voilà, il fait quand même des histoires assez marquantes. Donc, si vous n'aimez pas Stephen King pour tout ce qu'il peut faire en tant que livre ou toutes les adaptations au cinéma, oubliez, parce qu'en fait, c'est son livre, ça s'appelle Écriture, mémoire d'un métier, et en fait, il raconte déjà sa vie qui est assez spectaculaire. Et donc, il a quand même beaucoup d'humour, ce monsieur. Et donc, il y a toute sa partie, en fait, qui suis-je ? Et ensuite, il donne énormément de conseils
pour apprendre à rédiger. Donc, et là, pour le coup, lui, il donne énormément de contraintes créatives, que ça soit au niveau de l'organisation, de comment s'obliger à écrire tous les jours pour gagner en aisance, et puis tout ce qu'il y a dans sa boîte à outils. Et franchement, moi, il y a eu un avant et un après, quoi, au niveau de la rédaction. Donc, si il est comme, ça sert aussi quand même de référence au niveau de la narration. Donc, si vous ne l'avez pas lu, procurez-vous-le, et puis vraiment, vous passerez un très bon moment de lecture. C'est tout à fait un livre à lire pour l'été en plus. Ah bah super. Ah bah c'est génial. Moi je ne connaissais pas. Par contre, j'adore les romans de Stephen King, mais je sens que il va rentrer dans ma petite liste des peut-être des livres audio, puisque moi j'adore écouter les livres en audio. J'espère qu'ils l'ont. Merci. Mais vraiment, oubliez le Stephen King qui vous fait peur. C'est pas du tout ça. C'est vraiment un livre qui est fait pour la rédaction. Il décrypte sa manière de rédiger, d'écrire. Oui, tout à fait. Et ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et puis, aussi bien, ça va de l'utilisation abusive de l'adverbe jusqu'à comment construire ses phrases, voix passive, voix active. Donc, il y a énormément de choses, quoi. Se réconcilier avec la grammaire, parce que de toute façon, on ne peut pas passer outre. Et puis, voilà, tout un tas de petites choses qui alimentent, en fait, et vous allez réapprendre à écrire, en fait, ou améliorer votre écriture. Ah, super. Merci beaucoup pour cette petite pépite que on va pouvoir explorer. C'est vrai qu'il y a une vraie différence entre un texte rédigé de manière classique, si je puis dire, hein, c'est deux choses différentes, et un texte rédigé avec cette dimension de scénaristique. Il y a des temps forts, il y a des moments différents, des rythmes, hein, comme tu le disais, puisque tu t'inspires de la musique. Donc c'est vraiment super intéressant. Et d'ailleurs, peut-être que vous pourrez voir la différence en allant regarder cette fameuse page Qui suis-je que tu m'as rédigée, où finalement j'ai laissé les deux. J'ai laissé la présentation initiale qui est très succincte, factuelle, et l'histoire. Et parce que moi je trouve que c'est intéressant d'avoir les deux approches aussi. Soit on veut picorer, soit on veut lire une histoire. Alors ça peut être intéressant d'avoir vos retours. En tous les cas, vous verrez, c'est complètement différent. Alors là, il y a pas. Il y en a une qui fait plutôt fiche produit, voilà, fiche entrepreneur, on va dire. Bon voilà, si vous n'avez pas le temps, vous lisez la fiche produit, et puis si vous avez un moment, 5 à 10 minutes de lecture, vous passez à la suite. Yes, exactement. Alors, si on veut aller plus loin justement dans cet art du scénario, de l'histoire, tu as également un podcast. Podcast, billets d'humeur, billets d'humour, que l'on retrouve sur YouTube. Oui, également, oui, sur ma chaîne YouTube Estelle Fontaine, auteur. Là, c'est vraiment mon petit espace de créativité, en fait. Le podcast, je mets à disposition sur YouTube. Je trouve ça plus sympa pour interagir justement avec l'audience, s'ils veulent laisser des commentaires. Et c'est vraiment cette idée, c'était voilà, bon, j'ai mon petit espace, j'ai mon micro, et l'idée c'est de faire des billets d'humeur, des billets d'humour, où je vais prendre un angle de vue, et puis je vais faire aller 10-15 minutes. Alors il y a beaucoup d'humour, hein, c'est dans le titre de toute façon, mais c'est un petit peu une des caractéristiques aussi de mon style rédactionnel. Donc voilà, ta tonalité. Oui, tout à fait, c'est ma tonalité. Le jour où je perds mon sens de l'humour, il faudra vraiment s'inquiéter, c'est que rien ne va plus. Alors pour des petites, je vais quand même donner des petits éléments pour illustrer, puisque effectivement, et je trouve que c'est intéressant parce que dans le podcast d'Estelle, vous allez pouvoir finalement écouter cette dimension de scénario qu'elle intègre à ses propres épisodes, avec cette tonalité, parce que c'est vraiment elle en fin de compte, hein, donc elle applique la dimension de scénario et de storytelling avec sa touche d'humour. Ça, c'est aussi cette notion de musicalité. Alors,
pour la petite, il y a un épisode, alors il y a plusieurs épisodes qui moi m'ont beaucoup plu, et il y en a un sur le Pomodoro. Que je vous invite à découvrir. On mettra le lien dans les notes de l'épisode, évidemment. Et alors, outre le fait d'expliquer la technique Pomodoro, qui veut dire tomate en italien, et qui est une technique de gestion du temps, elle nous explique plein de petites choses, et notamment que cela n'a rien à voir avec le varan de Komodo, qui lui n'est pas commode. Donc ça, c'est des petits jeux de mots, on va dire oui, des petites histoires qui, je retrouve cette notion de musicalité et ce petit sourire, ce petit humour un peu pince sans rire que j'aime beaucoup et que vous allez retrouver. Et là où le varan passe, tout le monde trépasse. Voilà, ça c'est d'autres explications. J'étais en forme ce jour-là, oui. Ah oui, oui, oui. Et sans oublier la technique Pomodoro qui évoque la concentration comme la tomate concentrée. Ouais, pour rester concentré comme la tomate. Voilà, c'est ça. Donc bon, alors c'est des petites choses de clin d'œil. Et en même ce sont je trouve qu'on retrouve justement l'art d'Estelle dans raconter l'histoire et ce qu'elle vous a partagé en amont, parce que on s'en souvient, parce que justement l'émotion que tu y mets, bah moi ça me fait sourire et je vais le retenir, et c'est cet art-là que on peut appliquer à des bonnes idées que vous avez eues ou à votre présentation et que vous voulez mettre en lumière. Donc, je vous invite vraiment à écouter ces petites capsules. En plus, ce sont des petites capsules d'une quinzaine de minutes grand maximum. Oui, 10 à 20 minutes. Et j'insiste sur le fait que le ton est décalé. Donc, je ne suis pas là pour être experte en quelque chose ou maîtresse d'école. Donc, je ne veux absolument pas cette étiquette. Et pour rejoindre l'idée du storytelling, en fait, je sais que au niveau mnémotechnique, le concentrer comme la tomate, les gens vont le retenir, quoi. Ils vont pas forcément retenir Pomodoro, mais ils vont comprendre, en fait, cette mécanique de gestion du temps. Et le fait de le décrire ou de le raconter autrement, plutôt que quelque chose qui est assez neutre, assez fade, et un peu contraignant, justement, dans le mauvais sens du terme. Voilà, passer par le storytelling avec une autre image, une autre émotion, et l'humour est une émotion puissante. Là, clairement, je sais que voilà, je suis dans mon cœur de métier et mon cœur tout court, quoi. Alors, est-ce que tu peux nous redonner l'endroit où on peut retrouver ton podcast et où est-ce qu'on peut te trouver, toi ? Alors, le podcast, vous le trouvez sur les plateformes d'écoute habituelles. Vous le retrouvez également aussi sur ma chaîne YouTube Estelle Fontaine, auteure. Je suis donc sur LinkedIn, vous pouvez me retrouver sur mon profil. Et puis, j'ai un compte Instagram aussi, parce que il y a le storytelling, mais ce qui m'animait quand je vous ai parlé de monde et d'évasion, c'est vraiment le voyage. Donc, on va dire que sur mon compte Instagram, c'est du partage de photos et puis avec un texte décalé comme toujours. Je suis toujours un petit peu dedans. Et donc là, l'idée, c'est de faire voyager aussi avec moi. Même quand je suis ici chez moi, je vous ressors des vieilles photos et puis donc avec un petit texte décalé. Ou quand je suis en voyage, je vous partage les photos du moment. Ok, merci beaucoup Estelle. Alors là, on approche de l'été, et comme tu le sais, on se retrouve toujours sur Clubhouse. Alors, pour les auditeurs qui se disent « Ah ouais, on va pouvoir poser des questions », je dis « Oui, vous allez pouvoir poser plein de questions à Estelle à la rentrée. » Voilà, vous avez tout l'été pour noter vos questions, vos recherches paradigmétiques, et si. Et puis, on se retrouve à la rentrée pour que je réponde. Exactement. Donc, on vous transmettra le planning de rentrée dès le mois de septembre, et donc vous saurez
à quel moment vous allez pouvoir échanger avec Estelle. Merci beaucoup pour cet Merci à toi. échange. Et donc, à bientôt et bel été. À bientôt et très bel été à tous. Merci.